Vous écoutez Europe 1, il est 8h33 à la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on continue l'inventaire des renoncements. Le Monde, Code du travail, Manuel Valls lâche du lest. Le Figaro, Hollande rouvre les vannes de la dépense publique. Le Parisien, 2 milliards pour reconquérir la gauche. L'Opinion, Hollande et les PME, 4 ans d'amour vache. Et le Canard enchaîné, réforme du Code du travail. La CFDT approuve, la CGT et FO s'opposent. Hollande condamné à diviser pour renier. On part en Syrie avec ce curieux retrait russe. Mais oui, et les commentateurs semblent assez perplexes ce matin. Perplexes et même un peu bluffés. On sent une petite pointe d'admiration, tout de même il ose. Une fois de plus, Vladimir Poutine a pris tout le monde de court. Le Monde en est réduit aux conjectures et souligne d'ailleurs que les États-Unis eux-mêmes n'avaient pas été informés. Le Figaro voit un triple coup pour le président russe qui évite l'enlisement, les souffrances supplémentaires infligées à l'économie russe et qui voit aussi un gage de bonne volonté aux Occidentaux afin de mettre son allié Bachar el-Assad sous pression au moment où s'ouvrent les pourparlers de Genève. Bref, il est au centre du jeu et il apparaît comme le seul à savoir où il veut aller. Dans l'Opinion, Jean-Dominique Merchet souligne surtout à quel point la France est hors jeu. 18 heures, écrit-il, c'est le temps qu'il a fallu au Quai d'Orsay pour simplement prendre note de la décision de Vladimir Poutine. François Hollande, poursuit-il, se devait d'agir dans le monde tel qu'il est et non dans celui qu'il aurait aimé qu'il fût. Un monde dans lequel les Russes manœuvrent avec audace alors que les Américains, las de leur guerre, ne le font plus. Mais oui, mais une France muette sur la Libye et pire encore sur la Tunisie paraît avoir d'ores et déjà renoncé. Les lobbies, ils n'aiment pas qu'on parle d'eux. Eh bien, on en parle quand même. Mais oui, on en parle dans le Canard enchaîné et dans Libération qui reviennent sur le lobbying forcené des industriels de l'automobile pour alléger les mesures contre le diesel et sur l'art subtil d'influencer le discours scientifique à travers les médecins notamment. Mais Le Monde nous présente un autre visage du lobbying. Dans un article, le journal s'étonne d'une lettre adressée par le ministre de l'Agriculture aux députés et les incitant à ne pas voter l'interdiction des néonicotinoïdes, vous savez, ces pesticides qui tuent les abeilles. Une position étonnante de la part d'un ministre qui défend sa propre action volontariste et qui reconnaît la neurotoxicité des molécules en question. Ben oui, mais en pleine crise agricole, l'argument il est simple. Une action, dit-il, ne peut se faire en créant des distorsions entre les agriculteurs français et le reste des agriculteurs européens. C'est l'argument du premier syndicat agricole, la FNSEA, fait remarquer Le Monde, c'est ce syndicat qui considère que la dite crise viendrait non pas du modèle industriel qu'il défend, mais des normes environnementales qui freinent la compétitivité. On attendra donc le bon vouloir de Bruxelles en espérant que là-bas, le lobby des pesticides sera moins efficace que celui de l'automobile. On en parlait avec le porte-parole des évêques de France à 7h45, l'église dans la tourmente. Oui, 20 minutes, le résumé en une. L'église mise au pilori. Et les mots dans les éditoriaux sont violents, hypocrisie, omerta. Monseigneur Barbarin a juridiquement raison, mais moralement tort, tranche Patrice Chabanet dans le journal de la Haute-Marne. Sauf que ce matin, certaines voix commencent à nuancer. Monseigneur Barbarin, remarque Sébastien Lacroix dans l'Union, est surtout resté dans les mémoires comme l'un des adversaires farouches de la loi sur le mariage pour tous, ce qui explique en partie l'ampleur du lynchage dont il fait les frais. Jusqu'à Manuel Valls, qui s'en mêle en demandant à l'archevêque de prendre ses responsabilités, c'est-à-dire de démissionner. Il lui enjoint même, poursuit Sébastien Lacroix, de comprendre la douleur des victimes, ce qui ajoute un procès d'intention au reste. Pour un peu, il lui proposerait de venir se confesser à Matignon. Alors le Parisien est allé interroger des fidèles. Et Micheline, 94 ans, lance sans hésiter. Il faut lever le tabou du mariage des prêtres. Ça n'empêchera pas tous les vicelards, car la pédophilie ne s'arrête pas à la porte du mariage, mais ça mettra fin à un certain malaise. Et à côté d'elle, Myriam ajoute, tant que la sexualité sera taboue, on n'y arrivera pas. Vaste programme. Une histoire de centre d'accueil pour SDF qui peut faire rire si elle ne fait pas pleurer, quoi. Oui, c'est ça. Mais enfin, quand même, si vous voulez vous marrer un petit peu ce matin, vous lisez dans Libération ou Le Figaro les comptes rendus de la réunion organisée à l'université Paris-Dauphine pour débattre de l'implantation d'un centre d'accueil pour SDF dans le 16e arrondissement de Paris. Alors, on est entre gens bien élevés, vu le prix du mètre carré, mais quand la préfète Sophie Broca prend la parole, eh bien les digues sautent, le vernis bourgeois aussi. Alors, pardonnez le vocabulaire, salope, Hidalgo bois, Sophie Broca caca, mettez-les à Calais. Extraordinaire, non ? Et quand le président de l'université tente de ramener le calme en demandant aux militants s'ils se rendent compte du spectacle qu'ils donnent aux étudiants, il reçoit un connard. Voilà. Alors bien sûr, chacun explique qu'il n'a rien contre la solidarité avec les mal logés. Tant que c'est ailleurs, chez les pauvres. Alors on change de quartier du coup. Ben oui, le 16e est visiblement surpeuplé. Alors allons dans ces lieux où les êtres humains
ont disparu, sont partis. Le site de Libération nous propose un voyage en 10 photos. 10 lieux où la nature reprend ses droits sur la tôle rouillée, sur le béton effrité. Le sable de Namibi qui remplit une pièce jusqu'à mi-fenêtre. Les autotamponneuses d'un parc d'attractions à 3 km de Tchernobyl. Un vieux navire échoué sur le désert qui est devenu la mer d'Aral. Ou alors ces maisons recouvertes de végétation d'un village de pêcheurs abandonné dans la baie d'Angzhou en Chine. Exercice d'humilité qui nous rappelle que la nature n'a pas besoin de nous et pourrait tout aussi bien nous effacer. On termine avec un livre. Mais oui, le Canard enchaîné nous signale la sortie de ce livre, La correspondance du poète Henri Michaud, réunie sous un titre « Donc, c'est non ». Oui, parce que Henri Michaud a passé sa vie à dire non. Aux interviews, aux photos, bah oui, mais au prix littéraire. Voilà, cerné par, disait-il, ces êtres malfaisants qui envoient des livres, des demandes de collaboration, d'illustration. Pas de tripotage dans ma vie, lançait-il, que je ne finisse pas gavé de mon propre nom. Alors, il demande à son éditeur une secrétaire qui sache de 40 à 50 façons d'écrire non. C'est une charge magnifique contre ce qu'il appelait les hommages et les bons sentiments en pompe, contre cette mode inepte de tout mettre en spectacle. Dire non, ça c'est le privilège des enfants, des artistes intègres, des résistants, des visionnaires. Le gestionnaire, lui, il dit oui. Oui au lobby des pesticides, oui à l'augmentation du point d'indice, oui au spectacle. Merci Natacha Polony, la revue de presse qu'on retrouve tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Et Natacha, elle est comme ça. Quand elle veut dire oui, elle dit oui. Quand elle veut dire non, elle dit non. Mais elle ne transige pas sur ses convictions. À demain, Natacha. À demain.